Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à cette nouvelle livraison pour le début de la semaine de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Installez-vous confortablement et parcourons ensemble les unes choisies par notre rédaction centrale qui composeront l'ossature de ce programme et ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression, le journal de Mobile Bounakouaman qui nous propose de nous intéresser à ce qui se passe dans le royaume Bamoun et au profil du nouveau sultan, roi des Bamoun. Il est administrateur civil comme son père, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression. Il faut savoir qu'au lendemain des obsèques officielles du désormais feu Sa Majesté Ibrahim Bobo Djoya, c'est son fils Nabil Bobo Djoya qui a été présenté comme son successeur. Il devient par la même occasion le 20e roi de la dynastie incharienne. Le roi est mort, vive le roi. Et puis autre chose, c'est Cameroun Tribune qui nous annonce que c'est un nouveau jour qui se lève sur le sultanat des Bamoun alors que Nabil Bobo Djoya est finalement intronisé comme nouveau sultan roi des Bamoun. Qu'est-ce qu'augure cette intronisation du nouveau monarque de 28 ans, un monarque 2.0, émergence qui nous propose justement de nous intéresser au profil et nous dit voici le nouveau sultan Bamoun et nous propose de nous intéresser au profil de ce jeune homme de 28 ans, lui administrateur civil, officiant dans les bureaux du gouverneur de la région du Sud Cameroun, diplômé de l'ENAM. Le jour nous propose également de nous intéresser à son profil. Que pourra-t-il apporter de plus au sultanat des Bamoun? En sport, nous parlerons également avec le jour des Lions indomptables. Il faut cesser de bricoler, c'est ce que nous dit le jour. Ces derniers qui étaient attendus depuis samedi dans la ville de Tanger, la ville qui doit abriter les matchs retour comptant pour les qualifications au mondial Qatar 2022. Ce n'est que hier à 22h30 que les Lions ont finalement quitté le sol camerounais. Ils sont arrivés à 3h du matin du côté de Tanger. Seront-ils prêts justement pour ce match retour qui est dans quelques heures de ce côté-là? En tout cas, le journal nous dit qu'il faut arrêter de bricoler et le messager nous parle plutôt du voyage de la honte. Le voyage de la honte alors que les Lions indomptables attendus depuis le jour de la veille sont finalement arrivés ce matin du côté de Tanger. Qu'est-ce qui se passe dans la tanière? Pourquoi à chaque fois on se retrouve soit avec un problème de kérosène pour ravitailler les avions, soit pas d'avion du tout? Finalement, les Lions ont pris ce vol et le journal Le Messager qui parle du voyage de la honte. Pendant ce temps, restons au Cameroun avec la FIFA, mutation qui titre sur cette colère de la FIFA et la FIFA qui demande de jouer alors que la Chambre des conciliations avait annoncé sursoir aux élections à la tête de la FECAFOOT. Eh bien, la FIFA s'en mêle et décide que le processus électoral doit avoir lieu malgré tout. Et que si justement on arrive à une paralysie de ce processus électoral, le Cameroun pourrait bien se retrouver suspendu. Nous parlerons également du sommet Afrique-France avec le journal Intégration qui parle d'Emmanuel Macron. Un macro, c'est ce que nous dit le journal Intégration, alors que le sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier s'est achevé vendredi dernier avec un tas de promesses qui ont été faites par le président français Emmanuel Macron, entre autres des financements à hauteur de 4 millions de francs d'euros dans le domaine du sport en Afrique et de 30 millions d'euros du côté des acteurs du développement et de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le journal nous annonce qu'en réalité, cet argent a été prélevé dans la quote-part de l'Afrique présente dans les caisses du Trésor français et qu'il ne s'agit pas d'une dotation ou alors d'un don dans son sens le plus platonique. Et le journal qui tire sur Emmanuel Macron et le décrit comme un macro. Un autre qui est pris pour cible, le messager nous le dit, c'est Achille Mbembe, pris pour cible, c'est ce que le messager nous dit, alors que ce dernier est tancé par ses pairs comme étant la petite main de la France pour maintenir son précaré africain intact
comment un intellectuel a pu passer de grands intellectuels d'Afrique et du Cameroun notamment à la petite main française qui tente d'asseoir encore un peu plus son hégémonie et le journal le décrit comme l'empire qui ne veut pas mourir. Voici en gros les unes parvenues à notre rédaction centrale ce matin et justement pour décrypter ces unes, comprendre les enjeux, les contours et les pourtours de ces unes que nous avons sélectionnées pour vous. J'ai l'honneur et la fierté de recevoir deux invités sur le plateau qui me font à chaque fois le plaisir et la grande joie d'être là. D'abord à ma droite, Bernard Batana, directeur de publication, journaliste, directeur de publication de Camerbi. Bonjour. Bonjour Cédric Dine, bonjour Thierry Niopé. Equinox, c'est la télévision du peuple. Et il faut davantage rendre au peuple. J'ai dit, mes chachos à tous les Bamous. Autant que j'ai dit, Ombolo à tout le Grand Sud. Je n'oublie pas mes amis du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour dire good morning Boya, good morning Bamenda. Le plaisir est renouvelé d'être là sur le plateau de la télévision du peuple. Encore une fois, merci d'honorer le peuple. Justement, vous avez fait le tour dans différents dialectes. Lui aussi, il est en face de nous. On va lui dire, on ne sait pas trop comment on va pouvoir lui dire bonjour. À ma gauche, Thierry Niopé, directeur de publication du journal Confidentiel. Bonjour. Bonjour Cédric, je renvoie la politesse à Bernard Batana en lui disant bonjour. Je dis également bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je m'excuse pour la qualité quelque peu enrouée de ma voix. On espère simplement que ça va aller. Et je tiens à l'entrée saluer à la mémoire, en réalité, l'immense carrure de deux journalistes qui ont été honorés par la distinction du prix Nobel de la paix en 120 ans d'histoire, il faut le dire. Oui. Il s'agit de Maria Reza et Dimitri Moratov, excusez la prononciation. En réalité, le prix Nobel de la paix, quand même, c'est la consécration en matière de la lutte des libertés et de l'intégrité de la race humaine. Oui. Donc on ne peut qu'encourager cela, voir des journalistes être honorés de la plus belle manière. Je ne peux que tirer un coup de chapeau à ces deux historiens du présent. Oui, justement, espérons que l'un d'entre vous, messieurs, en défendant l'histoire du présent, se verrait aussi honoré de cette haute distinction qu'est le prix Nobel de la paix. Nous entrons dans autre chose cette fois-ci. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une désignation. Il est le 20e sultan roi des Bamoun. Nabil Mbombo Njoya succède à son père et le journal La Nouvelle Expression qui trouve des rapprochements entre les deux hommes, un administrateur civil comme son père. Bernard Batana, est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence du côté des Bamoun? Non, on ne prend pas les mêmes. C'est que le successeur a suivi la voie du père. On ne prend pas les mêmes parce que Bobo Diola Nabil est né dans justement un an après l'intronisation. Un an après l'intronisation de son père, c'est-à-dire que c'est la personne la plus indiquée. Au moins cette fois, on ne va pas contester le fait que c'est lui qui soit le successeur de son père. Il a été administrateur civil comme son père. Sans doute son père le préparait à cette lourde tâche. Parce que il est passé par ce moule-là d'administrateur civil. Bon, maintenant, le journal a bien fait de faire des rapprochements. Administrateur civil comme son père. Est-ce qu'il sera aussi homme politique comme son père? Est-ce qu'il sera du RDPC comme son père? Est-ce qu'il va avoir la niaque? C'est-à-dire le franc-parler de son père. Le franc-parler de son père qui parlait comme un roi. Parce que le roi n'a pas peur de dire la vérité. N'a pas peur de dire ce qui est bien pour son peuple. Le roi n'a pas peur de s'engager dans ce qui est bien pour le peuple. Je crois que c'est ce qu'on doit dire à l'attention du nouveau roi, de faire comme son père. Parce que son père a été un homme public. Il a été un homme qui a donné de sa pierre dans la construction de ce pays. Il était un homme qui a donné sa contribution lors du grand dialogue national où il a posé un problème très important, celui de l'alternance. Celui de l'alternance à la tête de l'État. Moi, je pense que
on doit le faire un coup de chapeau. Oui, justement, Thierry Niopé, Nabil Bonbon Djoya qui succède à son père. On pourrait trouver des rapprochements aux deux hommes, mais il y a également des points qui les séparent. Le feu Sultan était un grand amateur de sport. C'est notamment sous lui que le Cameroun a pu organiser sa première Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'aujourd'hui, à 28 ans, on doit attendre autant du jeune profil de Nabil Bonbon Djoya? Vous l'avez souligné avec beaucoup d'intérêt. Il y a quelques points de similitude. Ce n'est pas parce qu'on a dit administrateur civil qu'il a nécessairement eu le même parcours que son défunt père, parce que son défunt père effectivement a été formé du côté du Dakar, au Sénégal, alors que lui sort de l'INAM. Même au niveau du parcours professionnel, les deux n'ont pas eu le même parcours. Lui était simplement, il n'était que secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud, alors que son père a eu à traîner de nombreuses casquettes, mais au point d'être même ministre de la République. Oui. On l'avait souligné tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt, une fois de plus, que le sultan roi des Bamoun, Bonbon Djoya, de regretter mémoire parce qu'un roi ne meurt pas, a été celui justement qui a porté sur lui, malgré la colère du chef de l'État, le président Ahidjo, il a porté sur lui d'organiser la CAN, la toute première au Cameroun, alors que le Cameroun n'avait même pas d'infrastructure sportive. Et c'est après ce coup de force, parce qu'on dirait c'était un coup de force, que le Cameroun a dû travailler, cravacher dur pour arriver justement à tenir la parole donnée par le sultan, par Ibrahim Bonbon Djoya à l'époque, ministre des Sports. Donc il faut saluer la mémoire de ce grand homme amateur de sport, notamment de boxe. On est revenu largement là-dessus la semaine dernière. On l'a vu même ici à Douala, quand il venait voir les athlètes parfois s'échanger les gants. Oui. On l'a vu sur plusieurs autres chantiers. Et vous l'avez dit d'ailleurs, le dernier est celui de l'alternance au sein du gouvernement ou à la tête de l'État. C'était lors du grand dialogue national, ou au lendemain du grand dialogue national. Il avait tenu ses positions. Bernard l'a relevé tout à l'heure, une alternance à la tête du pouvoir avec un mandat x2, donc une limitation de mandat à ce niveau. Il est revenu en réalité sur les propositions qui émanaient du grand dialogue national, qui aujourd'hui continue de poser des problèmes, parce que je vous rappelle qu'au-delà de toutes les autres sorties qui ont été opérées jusqu'ici, il n'y a pas eu un véritable changement à ce niveau. Les gens attendent encore l'implémentation des résolutions du grand dialogue national, qui tarde malheureusement à prendre au pied. Donc, il faut saluer la mémoire de celui qui est parti en espérant effectivement qu'avec le temps, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a que 28 ans. Il n'a que 28 ans, donc il ne peut pas tenir les mêmes postures que son défunt père. On espère simplement qu'avec la maturité, il va avoir cette carrure qui est digne d'un roi. Et sur les Bamoun, c'est quand même l'un des peuples les plus historiques du Cameroun. Donc il y a une histoire. Il y a par exemple le musée Bamoun, le CEPA deux têtes, jusqu'à vous voyez effectivement l'imposante bâtisse. Vous avez comme l'impression effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. On espère qu'il va parachever l'œuvre de son père et qu'il sera davantage proche des populations. On l'a vu, le sultan roi de Bamoun, qui se prêtait souvent à des bains de foule au-delà des bains de foule, des populations. Il a été très proche des populations, il a encadré même la jeunesse du côté de Fumban. On espère simplement que lui, qui, vous l'avez appelé tout à l'heure, un roi 2G, moi je dirais un roi 4G, effectivement, donc il sera à la hauteur, effectivement, avec des nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'asseoir cette dynamique-là pour fédérer davantage les Bamoun qui se retrouvent de par le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en réalité, ils sont partout. Donc, on espère qu'il sera ce roi-là. Justement, une forte diaspora Bamoun, mais dur que c'est dur d'incarner aujourd'hui l'héritage d'un homme qui a passé 29 ans sur le trône du sultanat des Bamoun. Bon vent, le roi est mort,
Vive le roi. Nous entrons en sport, messieurs. Nous entrons en sport avec la nouvelle frasque au sein de la tanière des Lions Indomptables. Et le journal Le Jour qui nous dit, les Lions Indomptables, il faut cesser de bricoler. C'est ce que nous dit le journal Le Jour. Et mutation. Et le Messager, lui, parle du voyage de la honte. Alors qu'on était attendu samedi, notre équipe Fagnon était attendue samedi du côté de Tanger, là où devaient se tenir les matchs. Comptant pour les matchs retour, comptant pour les éliminatoires Qatar 2022. Ce n'est qu'aujourd'hui, à 3h du matin, que les Lions foulent enfin le sol du Maroc. Alors que quelques heures plus tard, nous sommes censés affronter une autre équipe, justement pour le compte de ces éliminatoires-là. Bernard Batana, nouvelle frasque. 1 an, jour pour jour, après qu'on ait eu des problèmes de kérosène dans le carburant. Aujourd'hui, ce n'est plus le kérosène, c'est l'avion qui manque. Qu'est-ce qui se passe du côté de la tanière ? On a envie de dire comme le Messager, le voyage de la honte. Et puis on a envie de dire comme le jour, il faut arrêter de bricoler. Parce qu'en fait, c'est le bricolage. Lorsque les Lions Indomptables, qui est l'équipe nationale d'un pays, est engagée dans une compétition internationale, je crois que toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement des événements, pour le bon déroulement de la compétition. On ne peut pas comprendre que pour quelque chose qui est programmé à l'avance, dont vous connaissez le calendrier, et que vous devez vous arranger en conséquence, que le jour venu, que le voyage soit reporté. On comprend un peu que, bon, il y a eu des dysfonctionnements au niveau de l'organisation, mais on ne peut pas. Si une compagnie n'est pas prête, mais qu'elle le dise, je crois que les compagnies aériennes font à l'avance des prévisions au niveau une somme de planification au niveau même de la programmation des vols et autres. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas à la veille qu'une compagnie, parce que ça ne vend pas la compagnie, ça ne donne pas une bonne impression de la compagnie. Encore que c'est la compagnie nationale. Voilà, au-delà du fait que c'est les Lions, que le voyage des Lions qui a été reporté, ça ne donne pas, ça ne vend pas. Au niveau de marketing, c'est un grand échec. Au niveau de la compagnie même. Maintenant, au niveau de l'équipe, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les gars ne soient pas prêts le jour dit, au moment précis, qu'ils arrivent au Maroc? Non, nous, on ne comprend pas. Bon, maintenant, l'essentiel, c'est qu'ils soient arrivés là-bas. Et puis, on connaît les Lions. Ils savent s'en sortir devant les situations difficiles. Je peux prévoir qu'ils vont gagner. Donc, un pronostic en faveur de l'équipe nationale des Lions Indomptables. Est-ce que vous partagez ce pronostic, Thierry Niopé, à l'heure où on arrive à 3h du matin et le match, lui, est prévu pour 14h? Est-ce que le décalage horaire, les éléments, des paramètres autour ne pourraient pas plomber la performance des Lions aujourd'hui? En tout cas, il faut dire que les Lions partent avec une légère lueur d'espoir. C'est par rapport à la rencontre contre le Mozambique, qui aura lieu cet après-midi. Je vous rappelle que les Lions avaient remporté la première, ou la phase allée, sur le score de 3-1. C'était ici à Douala, au stade de Japoma. Donc, il est tout à fait logique, de bon augure, que tout se passe bien aujourd'hui à Tanger pour le match retour. Mais cela n'explique pas, cela ne justifie pas, cela ne devrait même pas être compréhensible. Au-delà de la sortie de Billy Chato, qui est quand même le coordonnateur des équipes, en fait le coordonnateur des sélections nationales au niveau du Cameroun, il faut dire que lui l'a dit, dans une sortie que Hervé Villa-Andilé, de la Nouvelle Expression, a pu relayer que tout avait été préparé à l'avance, longtemps à l'avance. Toutes les dispositions avaient été prises, les bagages avaient même été acheminés à l'aéroport, mais à la dernière minute, alors qu'ils savaient qu'ils devaient voyager effectivement le samedi entre 18 et 19h. Oui. À la dernière minute, ils ont reçu un appel de la compagnie qui disait effectivement qu'il y avait quelques petits problèmes. Donc il fallait... En fait, c'est les arguments avancés par le coordonnateur des sélections nationales du Cameroun. Est-ce que cela est suffisant
pour calmer les ardeurs. Vous avez vu la titraille du quotidien Le Jour, encore moins ou encore plus celui du Messager. Il est clair qu'il y a un gros problème d'impréparation à ce niveau. Bill Chateau dit que tout avait été fait. Mais au regard de la situation, on se pose mille et une questions. Pourquoi cette récurrence? Il faut quand même qu'il y ait un véritable management. Et cela est d'ailleurs dû au fait que le Cameroun est dans une situation, je dirais, dans une sorte d'impasse. Parce que si on avait une compagnie aérienne digne de ce nom, qui fonctionne à peu près normalement, comme c'est le cas pour l'Éthiopie, comme c'est le cas pour le Maroc, Kenya, pour le Kenya et pour plusieurs autres pays en Afrique, je ne pense pas que le problème se soit reposé. Parce que quand Camer existait, il n'y avait pas ce genre de problème. Ça pouvait arriver quelques rares fois, mais vous savez effectivement que c'était rare. Quand Camerco est revenu, il y a eu quelques lueurs d'espoir, mais au niveau même de la conception du projet, tout avait été biaisé. Il y a eu beaucoup de magouilles, beaucoup de tripatouillages, beaucoup de faux. On ne reviendra pas sur le scandale de Simi Millet, ce n'est pas l'occasion ici. Ce n'est pas l'occasion. Mais c'est quand même pour souligner avec véhémence que si on avait une compagnie crédible, sérieuse, je crois que les choses auraient quelque peu bougé. Les choses n'auraient pas eu ce type de manquement. Mais une fois de plus, espérons que aujourd'hui, les Lions, Bernard l'a dit tout à l'heure, qui ont l'habitude des situations difficiles, comme tous les Camerounais d'ailleurs, tireront leur épingle du jeu. Il n'y a pas plus résilient que les Camerounais. Bernard, un dernier mot sur ce sujet. Non, je pense qu'au-delà même de ce couac-là, sur le voyage des Lions indomptables, il faut déjà s'interroger. Parce que déjà les rédactions, il faut déjà s'interroger sur le fonctionnement de Camerco. Est-ce que Camerco est finalement debout ou définitivement à terre? Mais c'est la question là. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Que suicide, oui, on ne sait pas. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un voyage qui a été préparé, qui a été à quelques heures du vol qu'on le décommande. Non, il faut aller interroger le fonctionnement de Camerco. Parce qu'on a déjà... Je pense que l'État a mis beaucoup d'argent dans cette entreprise, dans cette compagnie de navigation nationale, pour qu'on s'intéresse davantage. Le couac là doit être un prétexte. C'est révélateur du climat. Pour que les rédactions s'y intéressent. Justement, c'est révélateur d'un climat assez discordant du côté de l'administration même de Camerco, selon vous. Oui, c'est un couac. C'est un couac qui cache beaucoup de sous-entendus. Il faut donc que la presse, il faut donc que les fins limiers, il faut donc que les journalistes d'investigation s'intéressent à la gestion au quotidien de Camerco. Bernard, c'est parce qu'on n'est pas en train de parler du sujet Camerco, parce que j'aurais pu parler de Camerco pendant au moins une trentaine de minutes. Ah non, nous on n'a pas le temps. Mais on a malheureusement pas le temps pour parler de ce sujet, parce qu'en réalité ce n'est pas le problème de Camerco. Là on parlait d'équipage, Covid-19 et tout ça. C'est dans l'air du temps, vrai ou faux. Il fallait changer d'équipage, il y a eu des manquements jusque là au constaté et tout. Bon, le plus important c'est que les Lions soient arrivés. On espère que ça se passera comme tel. Mais pour ce qui est de la gestion particulière de Camerco, Bernard, Camerco ne pouvait pas, parce qu'on avait les baby jets. Vous vous rappelez, ça a créé tout un scandale. Maintenant, on laisse ce côté-là. Quand on revient même dans la gestion quotidienne, est-ce que Camerco a des aéronefs capables de desservir Tanger? Il n'y en a pas. Les seuls aéronefs qu'on a, c'est pour quitter Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussa. Voilà que le lièvre est levé. Il faut continuer. Que ce sont des aéronefs en dehors. L'Amboise, je crois, a été loué. Ce qui nous appartient en forme propre, c'est les avions chinois, les MA-60. Les MA-60. Effectivement, qui font extrêmement de bruit si vous les prenez. Je vous assure, si vous avez la malchance de vous asseoir à côté du réacteur, vous passerez, si vous allez, par exemple, Douala Yaoundé, où tu as 45 minutes, je vous assure, vous y sortirez les mots de tête. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu pour nous d'en parler. Les rédactions, les fins limiers de la presse s'y intéresseront. Comme Bernard l'a dit, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Nous allons nous intéresser à un dernier sujet pour sortir de cette émission, le sommet Afrique-France et intégration, qui décrit celui qui a présidé ce sommet, le président Emmanuel Macron, et parle de Macron, un macro entre guillemets, et le journal Le Messager qui renchérit et parle de l'homme qui a été mandaté pour organiser ce sommet-là, Achille Mbembe, qui est désormais pris pour cible par ses pairs comme étant la petite main
de l'Empire qui refuse de mourir, notamment la France. Et je me tourne d'abord vers vous, Bernard Batana. Aujourd'hui, les promesses qui ont été faites par le président Macron, est-ce qu'on doit s'attendre réellement à un véritable changement de l'axe de la politique France-africaine? Non, il faut dire que Achille Mbembe, pour commencer par lui, c'est un intellectuel de haut vol. Oui. C'est un intellectuel iconoclaste. C'est le genre qu'on ne peut pas corrompre. C'est le genre, moi je ne comprends pas pourquoi le probe est autant jeté à cet intellectuel-là. Nous pensons que la France est rentrée dans le cours de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Cameroun. On ne peut pas se défaire de la France. Macron lui-même l'avait dit lorsqu'il a accédé au pouvoir. Je suis de ceux qui n'ont pas connu la colonisation. Il faut peut-être interroger ce qui s'est passé lors de ce sommet de Montpellier pour comprendre avec la Burkinabé que nous devons évoluer dans les rédactions. Nous partons du pays colonisé au pays colonisateur, au partenariat. C'est ce qui a été proposé par la jeune fille. Moi, je pense que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, ce n'est plus les chefs d'État que Macron a reçus. Il a reçu la société civile. La jeunesse. Il a reçu la jeunesse. Les entrepreneurs. Et il a reçu des gens qui ont donné des propositions concrètes. L'Agence française de développement, par exemple, la jeune Burkinabé a demandé que cette agence française, qu'on change de dénomination, que la France et les pays africains fonctionnent. Elle a dit, je cite, l'Afrique n'a pas besoin de votre aide. Voilà, fonctionnent également, généralement d'égal à égal. Il fallait donc une occasion comme celle-là pour que certaines choses soient dites. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit d'Achille Mbembe qu'il a été un vendu, un pantin et autres. Là, non, je pense que il n'a servi que de rôle de facilitateur de cette rencontre-là. Et oui, je pense que la rencontre-là a été positive dans l'ensemble. Justement, Thierry Niopet, l'un des intervenants à cette rencontre entre la France et les Africains, a demandé à Emmanuel Macron de reconnaître le crime de la France vis-à-vis de l'Afrique et de demander pardon, ce qui a été refusé par le président français. Est-ce que c'est symptomatique de la relation qui existe entre la France et l'Afrique? Est-ce que l'Afrique continue de pointer la France du doigt et la France, elle, qui veut absolument se dédouaner? Je vous rappelle que Paul Biya, vous trouvez ça paradoxal quand même, Paul Biya a été élu par les Camerounais, même comme une partie de Camerounais estime qu'il n'a pas été élu. Il a été élu pour défendre les intérêts des Camerounais. Oui. Emmanuel Macron a été élu pour défendre les intérêts de la France. Alors, vous attendez à quoi? Vous attendrez à ce qu'effectivement la France, qui n'est pas, il faut le dire, la mamelle nourricière de l'Afrique, lâche là où elle puise l'essentiel de ses revenus pour pouvoir asseoir. Un petit chiffre politique. Juste en passant, environ un tiers de l'énergie électrique de la France est produit par l'uranium qui vient du Niger. Laissez les aspects de l'uranium, prenez seulement la gestion de nos devises. Je crois que quand vous prenez ne serait-ce que cet aspect-là, vous tomberez de nous. Il est possible pour l'Afrique ou pour les Africains de s'auto-développer si la France lâche du lest. C'est la raison pour laquelle Bernard l'a dit tout à l'heure. Et les participants justement à cette rencontre de Montpellier, à cette grande messe, ont suggéré que ce soit une affaire d'égal à égal, win to win. Nous gagnons, c'est un partenariat. Et tant que ce paradigme-là, ce nouveau paradigme n'est pas mis en exécution, les choses ne bougeraient pas du tout. Nous ne leurrons pas. Les Français feront toujours tout. Emmanuel Macron, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit n'importe qui, il adoptera toujours la même politique. Parce que la France ne peut pas exister sans l'Afrique. Il s'agit d'un sommet quand même, Afrique-France. Il s'agit des pays africains par rapport à un seul pays. Il faudrait que les Africains commencent à comprendre que l'Afrique ne se développera jamais sans les Africains. Et on n'a pas besoin nécessairement de la sympathie, de l'amour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Agence française de développement. De l'aide au développement. L'aide au développement, c'est quoi? L'Afrique a donné quoi en contrepartie? L'Afrique ne perd que tout. C'est pour cette raison que moi, j'apprécie. Il y a eu des réactions formidables de jeunes Africains, panafricanistes d'ailleurs,
qui ont défendu bec et ongle l'intérêt des Africains, l'intérêt de l'Afrique. Et je crois que plus que jamais, il faudrait que les Africains commencent à passer par, en réalité, à adopter de pareilles attitudes pour regarder les Européens, les Occidentaux et les autres communautés d'égal à égal. Les yeux dans les yeux. Et c'est les yeux dans les yeux que le président Macron a été secoué par des jeunes Africains. Nous mettons la clé sous le paillasson pour cette première livraison de la semaine de la revue des Grandes Unes. Merci messieurs d'avoir été des nôtres. Merci Bernard Batana. Le plaisir a été le mien de parler aux téléspectateurs de Equinox TV. Et justement, merci également aussi à Thierry Niopet qui a mis beaucoup de cœur dans la dernière thématique. Non, au-delà, nous sommes des Africains, nous sommes des patriotes. Je l'ai toujours dit, il y a des aspects que je n'aimerais pas aborder ici, mais je vous rappelle que si on rentre dans la gestion des relations entre la France et l'Afrique, il y a trop à dire. Et justement, il y a beaucoup à dire, mais nous n'en dirons pas plus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. Tout de suite après, 10-12 de Zénith, emmené par Michel Gachou et toute son équipe. À demain.